Vous vous étonnez vraiment des nouvelles telles que celles que le Journal de Montréal vous présente ce matin en page 3. Des erreurs qui coûtent cher. L'an dernier, 16 millions ont été versés en indemnité aux victimes de négligence ou d'erreurs médicales. 62 millions depuis 5 ans au Québec. Voulez-vous que je vous dise quelque chose? Je suis étonné, moi, de l'inverse. Je suis étonné que ce soit si peu. Je suis étonné qu'on n'en parle pas tant que ça. Je suis étonné qu'on ait l'impression, en entrant dans un hôpital, que les erreurs médicales ne sont qu'occasionnelles, ne sont que rares. Ne vous y trompez pas. Les médecins, hommes ou femmes, quelle que soit leur spécialité ou leur non-spécialité, sont, dans la plupart des cas, des gens extrêmement compétents. Mais à la quantité d'actes médicaux qui sont pratiqués dans nos hôpitaux en une seule journée, il est normal que des erreurs surviennent. Et il est normal que dans un pareil bassin de professionnels, vous ayez des gens qui ne font pas bien leur travail, ou des gens qui en échappent une, ou qui en échappent deux, ou qui en échappent trois. Voulez-vous des exemples? Maintenant que papa est mort, on ne me dérange plus. Moi, je ne suis plus tenu de protéger la carrière qui était la sienne. Mais fin des années 90 à peu près, un moment donné, dans un concessionnaire auto à Sept-Îles, il est médecin, radiologiste pour ceux qui ne le sauraient pas. Et il est dans le stationnement d'un concessionnaire auto, puis il se magasine un char. Il est avec maman. Un moment donné, pendant qu'il magasine, il y a un bonhomme qui arrive en arrière, il donne un coup sur l'épaule assez brusquement. Il dit « Toi, mon calice ». Excusez l'expression, mais c'est textuellement ce qu'il dit à papa. Papa n'est pas habitué de se faire aborder comme ça. Il se dit « Pardon, quoi? » Il dit « Toi. Toi, c'est toi le radiologiste à cette île? C'est toi? Hey, je suis allé passer un examen sur ta table d'examen il y a 3 mois. T'as rien vu. Là, mon médecin me dit que t'as rien vu, puis il me dit que tu vas mourir dans 3 mois parce que t'as un cancer, t'as des tumeurs plein de péritoine, qui est l'espèce d'enveloppe là, qui contient, dans laquelle on met tous les organes internes. Je connais pas ça, là, mais en gros, c'est ça. Il dit quoi? Il dit, tu l'as pas vu? Ben, il dit, regardez bien, monsieur X, que je nommerai pas ici, venez avec moi. Il l'a fait monter dans son char un soir, un jeudi soir. Il dit, là, je vais vous amener au département. Il l'a amené à l'hôpital. Il dit, on va sortir votre dossier. Vous allez regarder ce que j'ai inscrit dans votre dossier. Tout était là. Cancer doit être traité, sinon mortalité prévisible dans les 6 mois. C'est inscrit. Transfère le dossier à l'Omni qui l'avait pris. L'Omni avait juste pas lu le dossier. Il n'a jamais lu le dossier. Jamais. Il n'a jamais fait part de ça au patient. Le patient est mort. Comme de fait, 2 mois plus tard, le patient est mort. Papa n'était pas responsable. Mais qui, le généraliste, avait-il proposé comme coupable? Le radiologiste. Or, que le coupable, c'était le généraliste. En voulez-vous d'autres? Chirurgien qui appelle en radiologie à un moment donné puis qui dit Coudon, Yvan, où c'est que tu l'as vu, toi, cette tumeur-là? Je la vois pas, moi. Regarde, je l'ai ouvert, le patient a 3 incisions dans le poumon, je la vois pas. Viens voir ça. Descend en chirurgie. Il arrive dans la salle d'opération. Il regarde le doc, que je nommerai pas non plus, qui est décédé aujourd'hui. Il dit, garde, genre, la prochaine fois que tu voudras jouer au radiologiste, assure-toi donc de lire le film du bon bord. Il avait mis le film à l'envers. Vous pensez que des erreurs dans les hôpitaux, c'est chose rare? Jean-Pierre Ménard, avocat spécialisé en santé, est avec nous. Bonjour, M. Ménard. Bonjour, M. Simard. C'est vrai que les gens n'ont pas conscience de la quantité d'erreurs médicales qui se produisent en une journée dans les hôpitaux du Québec. Tout à fait. Puis c'est malheureux, mais l'histoire que vous racontez, malheureusement, c'est effectivement un peu du quotidien. Voyez-vous, depuis qu'on a fait changer la loi en 2002, qu'on a reçu, c'est une de nos réalisations, ça, pour prévoir la déclaration obligatoire des accidents et incidents, la divulgation aux patients, les MSP, le comité de gestion de risque. On avait là-dedans une mesure aussi qui était l'établissement d'un registre local et d'un registre national. Bon, ça a pris 9 ans au gouvernement de mettre en place le registre national des accidents, mais depuis 2 ans, ça fonctionne. Depuis 3 ans, ça fonctionne. Et on a, bon an, mal an, environ 500 000 accidents de soins. Wow. On est dans le système de santé. Un demi-million. Sur combien d'actes dispensés? C'est quand même sur plusieurs millions, là. Mais ça, évidemment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore un phénomène de sous-déclaration, surtout des fautes les plus graves, puis surtout de la part des médecins. Ça déclare pas encore beaucoup, puis ça déclare pas les choses graves. Nous, on voit plein d'histoires ici au bureau qui nous arrivent. On demande toujours aux gens, est-ce que l'hôpital vous a divulgué ce qui vous est arrivé? Quand c'est grave, ou quand il y a mortalité, ou la plupart du temps, quand il y a des conséquences graves, ou quand ça découle d'une faute médicale, la plupart du temps, c'est non. Et ça, c'est malheureux, parce que, voyez-vous, là, sur les 500 000, on a au moins 16 000, un peu plus de 16 000 qui étaient des accidents beaucoup plus sérieux, qui avaient nécessité une réhospitalisation, traitement et tout ça. Et certains sont mortels en passant. Un certain nombre de mortels, voyez-vous, puis écoutez, on parle d'à peu près une centaine de décès par année liés aux accidents de soins, alors que dans la réalité, on serait plus près de quelque part entre 500 et 1000. Donc, alors, il y a donc une sous-déclaration qui est importante, là. Et qui est facile à expliquer. Mais au moins, on a un petit peu de chiffres, là. Monsieur Ménard, un instant, les auditeurs doivent comprendre ça. C'est facile à expliquer la sous-déclaration parce que moi, je ne suis pas médecin.
Mettons, je sais pas, ma petite fille qui est dans le lit d'hôpital, elle n'est pas médecin non plus, ma femme n'est pas médecin non plus. Bref, nous autres, on ne peut pas juger s'il y a eu erreur médicale ou non. Et si le personnel médical ne nous informe pas de ce qui a foiré, à moins que ce soit d'une énorme évidence, ils vont pouvoir cacher ça? Bien, écoutez, malheureusement, ça arrive encore à un certain degré. C'est pour ça que, d'habitude, nous, les gens qui nous consultent, c'est souvent quand le résultat n'est pas attendu. On a un mauvais résultat qui n'est pas attendu ou qui arrive dans des drôles de circonstances où le médecin infirmière donne des explications invraisemblables. Les gens ne sont pas non plus incapables de comprendre ça. Alors donc, écoutez, une partie des gens qui viennent nous voir, nous, c'est bien clairement parce que, première fois, on veut d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on a des doutes qu'on ne nous a pas dit la vérité. Puis ça, c'est une gâchette puissante pour amener les gens dans les bureaux d'avocats. La transparence du système, les médecins, les infirmières ne réalisent pas à quel point c'est un facteur qui peut réduire le risque de poursuite. Parce que les gens, évidemment, tolèrent pas qu'on leur cache des choses. Et nous, on avait développé une petite maxime d'un coup où ce qui est arrivé, c'était un gynécologue qui avait, en faisant une ligature de trompe, avait enlevé une veine à la place d'une trompe. Il l'avait pas dit à la patiente, qui était redevenue enceinte par la suite. Puis on avait dit au Québec, les gens acceptent que leur médecin se trompe, mais les gens n'acceptaient pas que leur médecin les trompe. Il y a tout un monde entre les deux. Je pense, par exemple, à cette dame avec qui j'ai déjà partagé ma vie, qui un jour, justement, s'en va pour de l'endométriose, quelque chose comme ça, en tout cas, avec une espèce de curetage, puis on lui avait littéralement perforé l'intestin pendant l'intervention, on ne lui a jamais dit. Quand elle s'en est rendu compte, elle était 10 fois plus fâchée que si on lui avait dit à son réveil, regarde, on a eu un problème, une complication, voici ce qui est arrivé, voici ce qu'on va faire. Ça, d'autant plus qu'il peut parfois y arriver, effectivement, de véritables accidents de soins. C'est pas parce qu'il arrive une complication comme celle que vous décrivez, qu'automatiquement, il y a matière à poursuivre. Pour qu'il y ait matière à poursuivre, nous, il faut quand même qu'on prouve trois choses. Il faut qu'on prouve qu'il y a eu une faute, c'est-à-dire une contravention aux règles de l'art. C'est-à-dire que ce qui est arrivé parce qu'on n'a pas suivi les règles que la médecine enseigne. Puis après ça, il faut prouver qu'il y a un préjudice, puis il faut prouver que le préjudice est causé par la faute et non pas par la condition préexistante du patient. Il doit y avoir des cas, maître Ménard, où c'est beaucoup plus simple à faire que d'autres. Hein? Oui, tout à fait. Écoutez, bon, regardez, par exemple, je parle un peu des résultats de tests. Voyez-vous, le médecin qui prescrit un test, lui, il a l'obligation légale, c'est une obligation de résultat, là, de prendre connaissance du résultat. Alors, donc, le fait qu'un médecin, par exemple, ne prend pas connaissance, c'est ça, on doit faire au moins 10 à 20 cas par année comme ça ici, là. Toujours la même affaire. Le médecin n'a pas lu le scan sur lequel il y avait un petit nodule d'apparence cancéreuse qui n'a pas été vu, pas été suivi. Donc, le patient apprend X temps après là qu'il y a un cancer, mais qu'il y a un cancer maintenant métastatique ou un cancer terminal. Alors que s'il avait su 1 an, 2 ans plus tôt, il aurait pu être réchappable. Alors ça, c'est vraiment un classique, là, cancer du poumon, cancer du col, ce genre d'affaires-là. C'est des affaires qu'on voit malheureusement bien régulièrement. Puis il n'y a aucune justification pour un médecin de ne pas prendre connaissance d'un test. Le fait qu'il est bien occupé, le fait qu'il soit avec beaucoup de monde et tout ça, là, c'est pas une obligation. Vous, si vous êtes le patient, vous avez le médecin vous prescrit un test, vous êtes en droit de vous attendre que votre médecin va prendre connaissance de votre test. Alors ça, c'est des choses qu'on voit. Écoutez, on en voit un peu de toutes les sortes, là aussi. Des complications péropératoires, quand le médecin dépasse son champ opératoire, va couper un nerf, va endommager un organe à côté. Le médecin qui fait un diagnostic qui est bâclé, autrement dit, il ne fait pas tous les tests qu'il devrait faire. Et en passant, maître Ménard, il faut le dire, là, parce que il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est toujours de l'incompétence crasse. Ça arrive des accidents, ça arrive des erreurs, ça vous arrive à vous dans votre travail, ça m'arrive à moi dans le mien, ça peut arriver à un docteur aussi. Non, regardez, c'est humain. OK? Il n'y a personne qui peut dire, moi, je suis au-dessus de ça. Puis malheureusement, tous les citoyens, il y a peu de phénomènes de société devant lesquels les gens sont aussi égaux que face à l'erreur médicale. Ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Moi-même, j'en ai déjà été victime déjà. Alors donc, c'est des choses qui arrivent, ça. Par contre, il y a parfois aussi le système qui les génère. Ce qu'il faut travailler, c'est que nous, ce qui est important, c'est chaque erreur médicale. C'est pour ça qu'on est insisté tant sur la déclaration de la divulgation de les comités de gestion de risque, c'est que chaque erreur médicale doit être d'abord, constatée. On doit offrir du support aux patients, des explications aux patients, puis on doit surtout faire le nécessaire pour pas que ça arrive. Qu'on regarde qu'est-ce qui s'est produit ici pour pas que la fois d'après ça arrive. Puis, je peux vous dire, c'est la principale gâchette qui amène nos clients dans le bureau, qui pousse les gens à venir nous voir, c'est cette idée-là d'imputabilité. On veut plus que ça arrive à d'autres. On veut que les gens qui ont fait ça le sachent.
puis qu'on veut qu'ils prennent les moyens pour pas que ça se repasse. Parce que c'est ça qu'il faut travailler à faire au niveau de l'erreur médicale, qu'on apprenne de chacune, que les systèmes deviennent meilleurs. Okay. Clarifiez quelque chose pour nous avant de partir, Maître Ménard. Comment ça marche? Qui paye quoi? Moi, je pensais que les médecins étaient assurés. S'il fait une erreur médicale et qu'il est poursuivi, reconnu coupable, c'était la compagnie d'assurance qui payait. C'est pas comme ça que ça marche? C'est exactement comme ça, sauf que les médecins n'étant pas des employés de l'établissement, ont leur propre assurance. Quand la faute émane, par exemple, d'une infirmière ou d'un autre employé d'établissement ou de l'équipement ou peu importe, à ce moment-là, c'est l'établissement qui paye. Puis depuis 86, c'est l'État qui assure les établissements. L'État ne peut pas s'assurer comme le ferait un médecin. Non, ben c'est ça. En termes de coûts, il n'y a pas d'assureurs privés qui font ça à des coûts qui ont de l'allure, là. Parce que les assureurs, ils doivent couvrir le coût de l'assurance, plus leur marge de profit, plus leur frais d'administration. Alors, l'État considère que c'est moins cher d'auto-assurer le système. Mais ce qu'il faut qu'on travaille à faire pour diminuer les coûts, là, la meilleure façon de diminuer les coûts, c'est pas de rendre la vie plus difficile aux patients, c'est de rendre le système plus sécuritaire. Donc, qu'on fasse attention au processus de soins, à la manière de donner, puis qu'on ne laisse pas passer des situations qui sont à risque. Il y en a plein, il faut qu'on apprenne de ça. Si j'étais médecin, par exemple, une chose que je détesterais recevoir dans mon cabinet ou par lettre, ce serait un patient qui a l'impression de connaître sa job mieux que moi. Et ça, il faut toujours rester prudent. Mais quand on est convaincu, on est sûr qu'il y a quelque chose qui a cloché, à tort ou à raison, comment on fait pour aller plus loin, Maître Ménard? Quelle est l'étape à suivre? Ben, écoutez, si on pense d'abord pour pouvoir faire une poursuite civile, il faut avoir subi un préjudice. Okay? Donc, autrement dit, un préjudice à sa santé ou à son intégrité physique. Alors, donc, on a un traitement qui nous laisse dans un plus mauvais état ou qui nous provoque des conséquences inattendues. Bon, normalement, on devrait s'attendre à ce que l'hôpital nous informe de ces choses-là, mais s'ils ne le font pas de toute façon, là, c'est là que ça peut devenir utile de consulter un avocat. Normalement, ce qu'un avocat devrait faire, puis malheureusement, c'est pas toujours fait comme ça devrait faire, la malpractice légale existe aussi, mais en tout cas, normalement, ce qu'un avocat devrait faire, c'est, une fois que l'histoire apparaît sérieuse, on va commander le dossier médical du patient, obtenir l'avis d'un expert, donc d'un médecin qui peut venir témoigner en cours contre ses collègues, puis maintenant, je vous dirais que ça a beaucoup évolué, ça s'est beaucoup amélioré. Alors, le médecin va déterminer avec l'avocat, en examinant le dossier, est-ce qu'ici, on a eu une contravention aux règles de l'art, un écart par rapport à la façon de faire qu'enseigne la médecine, puis si oui, est-ce que ça explique la condition du patient, puis si c'est ça, quand on s'engage dans une poursuite qui est bien montée comme ça, on va régler leur cours dans 85-90% des cas. La clé, elle est là, c'est d'avoir une cause bien évaluée au départ pour éviter d'investir beaucoup de sous, d'investir beaucoup de temps, puis de se buter un mur. Merci, Maître Ménard. C'est moi qui vous remercie. Salut bien. Jean-Pierre Ménard, avocat qui est spécialisé dans ce type de cas en santé. Mais essayez pas de convaincre le médecin ou le personnel que vous visez qu'ils ont commis une erreur. C'est pas votre job de faire ça. Si vous avez l'impression d'avoir été lésé d'une façon ou d'une autre, arrangez-vous pour obtenir copie de votre dossier médical et puis ensuite faites ce que M. Ménard vient de vous suggérer. Et il se peut que vous soyez dans le champ en passant, hein, parce que ni vous ni moi ne sommes médecins. Mais il se peut que vous ayez totalement raison, par exemple, et que vous ayez raison de faire valoir vos droits. Il est 13h30.